Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le JT de l'EDJ. Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2026. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour décrypter l'actualité riche de cette semaine. Bonsoir Victorien. Bonsoir Théo, bonsoir à tous. Nous sommes le mercredi 7 janvier, voici les titres de ce journal. La grosse actu de la semaine nous emmène aux États-Unis. Retour sur la capture de Nicolás Maduro et ses lourdes conséquences, aussi bien pour Washington que pour Caracas. Dans l'actualité locale, là, un an après la fermeture de Marineland à Antibes, où en est-on aujourd'hui ? Autre affaire dans le département, une plainte déposée contre une société basée à Valoris, spécialisée dans les poupées sexuelles. En France, la neige et le verglas perturbent fortement la circulation dans de nombreuses régions. Puis les médecins poursuivent leur grève et dénoncent notamment un durcissement des prescriptions. À l'international, retour sur le terrible incendie meurtrier de Grand Smotana en Suisse. Et en Ukraine, un cessez-le-feu fragile qui pourrait ouvrir la voie au déploiement d'une force multinationale. Et pour finir, du sport, le coup d'envoi de la saison 2026 de tennis, les quarts de finale désormais connus en Coupe d'Afrique des Nations et tous les résultats du week-end en Top 14 et en Ligue 1. Dans la grosse actu de la semaine, Victorien, vous revenez sur la capture de Nicolás Maduro, président du Venezuela, dans un contexte géopolitique où les États-Unis se montrent imprévisibles. C'était il y a 5 jours, dans la nuit du 2 au 3 janvier, Donald Trump lance l'opération Absolute Resolve. Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, est capturé à Caracas pour être emmené aux États-Unis afin d'y être jugé. Une capture qui a fait 55 morts dans la capitale vénézuélienne, 23 militaires vénézuéliens et 32 Cubains membres des services de sécurité. Maduro est notamment accusé de trafic de drogue, de narcotrafic et de narcoterrorisme. Il risque la prison à vie. Il a comparu lundi devant un tribunal fédéral de New York dans une audience de mise en accusation. Il a plaidé non coupable et a affirmé qu'il avait été capturé et qu'il était toujours le président de son pays. Cette intervention a en tout cas suscité des critiques internationales pour la violation du droit international. Plusieurs États ont qualifié l'opération de violation de la souveraineté du Venezuela. Et quelles ont été les réactions du gouvernement français face à l'intervention américaine au Venezuela ? Eh bien, le Premier ministre Sébastien Lecornu a jugé illégale l'intervention militaire américaine au Venezuela. Emmanuel Macron, quant à lui, s'est réjoui de la chute de cette dictature en appelant à ce que la transition à venir soit démocratique. Le président n'a pas condamné les modalités d'intervention américaine, contrairement au président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a de son côté affirmé que l'opération américaine contrevient au principe de non-recours à la force qui fonde le droit international, des avis qui diffèrent donc au sein du gouvernement. Un assaut qui pourrait conduire les États-Unis à s'ouvrir leur soif de pétrole. Oui, Donald Trump ne s'en cache pas, il vise un retour des compagnies pétrolières américaines au Venezuela. Le Venezuela est le 21e plus grand producteur de pétrole. Le pays possède même la réserve mondiale la plus dense. Il a ordonné aujourd'hui la réquisition de 50 millions de barils de pétrole vénézuélien. Le président des États-Unis a déclaré que ce pétrole sera vendu au prix du marché et l'argent sera contrôlé par moi, président des États-Unis, pour garantir qu'il soit utilisé au profit des peuples du Venezuela et des États-Unis. La vente pourrait rapporter entre 1,65 et 2,75 milliards de dollars. Les volontés offensives de Trump vont-elles se limiter au Venezuela ? C'est la question que tout le monde se pose et qui inquiète notamment en Europe. À plusieurs reprises, le président américain a fait savoir son envie de conquérir le Groenland. Cathy Miller, l'épouse d'un proche conseiller de Donald Trump, a publié il y a plusieurs jours sur les réseaux sociaux une carte de l'île aux couleurs du drapeau des États-Unis. Trump a notamment déclaré le 4 janvier avoir besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale et le Danemark ne sera pas en mesure de s'en occuper. La plus grande île du monde est un territoire autonome appartenant au Danemark. Elle regorge d'hydrocarbures et de minerais très peu exploités. C'est peut-être ce qui pousse le 47e président des États-Unis à penser à une annexion du Groenland. Au sein de l'Union européenne, certains pays sont déterminés à empêcher une telle annexion. Mais cela sera-t-il suffisant pour faire face à la volonté expansionniste de Donald Trump ? La question reste en suspens. Merci beaucoup, Victorien. On passe à la page locale avec vous, Théo Guittoni. Un chauffeur de bus contrôlé positif à la cocaïne a été condamné hier après-midi. Oui, le conducteur âgé de 42 ans, contrôlé positif à la cocaïne alors qu'il circulait entre Nice et Val-de-Blore, a été condamné hier après-midi à 15 mois de prison avec sursis. Le tribunal a prononcé un sursis probatoire de 2 ans avec une obligation de soins. Son permis de conduire a été annulé. Il est ressorti libre à l'issue de l'audience. Ce chauffeur transportait des mineurs au moment des faits.
Oui, il conduisait un bus avec 34 lycéens à bord lorsque les gendarmes l'ont contrôlé. Selon lui, il s'agissait d'une consommation exceptionnelle lors du réveillon du 31. Il affirme avoir été testé à 4 reprises cette année sans résultat positif auparavant. Lors de l'audience en comparution immédiate, un seul parent était présent. Sébastien Germain, le père de Manon, une des lycéennes présentes dans le bus, a exprimé sa colère. Il évoque une route sinueuse, souvent verglacée, et rappelle que dans certains métiers, l'erreur n'est pas permise. Il a annoncé avoir porté plainte contre le chauffeur et contre Ligne Azur. De son côté, le conducteur rappelle qu'il travaille depuis 2005 et n'a connu que 2 accrochages. Son avocate explique que la cocaïne peut rester détectable plusieurs jours, voire plus de 10 jours après la consommation. Une affaire qui pourrait lui coûter son emploi. Son licenciement est envisagé par son employeur Keolis. Autre information locale, direction le Var. Saint-Tropez s'est préparé cette semaine pour les obsèques de Brigitte Bardot. C'était aujourd'hui. Oui, la célèbre actrice est inhumée aujourd'hui au cimetière marin de Saint-Tropez dans la plus stricte intimité. Avant cela, une cérémonie a eu lieu ce matin dans l'église Notre-Dame de l'Ascension avec 400 invités sélectionnés par la Fondation Bardot. La commune s'attend à accueillir entre 20 000 et 30 000 personnes. Les hôtels sont complets et un important dispositif de sécurité est mis en place avec une zone rouge interdite aux voitures. Des personnalités politiques du monde artistique sont attendues, dont Marine Le Pen, la ministre Aurore Berger, Stéphane Bern, Mireille Mathieu ou encore Josiane Balasco. Le corbillard doit faire un tour de la ville. À Nice aussi, un hommage a été rendu à Brigitte Bardot avec une messe prévue cet après-midi à l'église Saint-Pierre d'Arennes. Le maire, Christian Estrosi, doit par ailleurs proposer de donner son nom au refuge pour animaux du Monde Chauve, une initiative qui suscite des réactions, notamment à gauche. Autre sujet, cette fois dans les Alpes-Maritimes, des enseignants se mobilisent dans un lycée professionnel. Oui, au lycée professionnel d'Auguste Escoffier, construit en 1986 le long de la Cagne. Des enseignants dénoncent des conditions de travail difficiles en raison du froid dans les salles de classe. Dans certaines classes, des radiateurs ont même été retirés en raison de fuites. Hier, les professeurs ont fermé symboliquement leur classe de cours entre 10h30 et 11h30, un débrayage d'1 heure pour alerter sur une situation jugée intenable pour les enseignants comme pour les élèves. Les lycéens sont autorisés à rester en doudoune en classe, mais cela ne suffit pas selon l'équipe pédagogique. Une enseignante explique être rentrée chez elle lundi soir directement sous la couette avec des maux de gorge. Les professeurs dénoncent un établissement vieillissant et rappelant qu'une rénovation est annoncée depuis plusieurs années. Ils avaient déjà mené une action similaire en 2019. L'équipe assure également ne pas avoir l'autorisation d'installer des radiateurs d'appoint cette année. Et puis à Saint-Laurent-du-Var, un club de voile est toujours fermé. Oui, le club de voile n'a toujours pas pu rouvrir ses portes, fermé par la mairie en décembre pour des raisons de sécurité. Le club a déposé un recours pour contester cette décision. Le site reste désert malgré des conditions météo favorables. 112 enfants devaient être accueillis cette semaine dans le cadre du plan voile du département. Les 300 adhérents sont également concernés par cette fermeture en attendant une issue judiciaire. Merci beaucoup Théo. À présent, un sujet sensible mais essentiel. L'association de protection de l'enfance Move Enfant a saisi la justice contre la société Love Doll installée à Valoris dans les Alpes-Maritimes. Elle est accusée de commercialiser des poupées sexuelles à l'apparence jugée trop jeune, évoquant des adolescentes, voire des enfants. Maëlys Ledinf. Cette semaine, l'association de protection de l'enfance Move Enfant a saisi la justice contre la société Love Doll, basée à Valoris dans les Alpes-Maritimes. En cause, la commercialisation de poupées sexuelles à l'apparence troublante, très troublante même, celle d'adolescentes. Sur le site de la société, un mot revient sans cesse, jeune. Trop souvent pour que ce soit anodin. Les descriptifs détaillent la taille, le poids, la morphologie, des caractéristiques qui ne correspondent pas à des corps adultes, mais qui rappellent clairement ceux de mineurs. Certaines poupées sont même accompagnées de nounours. Un détail ? Non. Un symbole fort qui fait écho à l'enfance et installe un malaise profond, celui d'un glissement dangereux entre sexualité et représentation de mineurs. Pour Arnaud Gallet, cofondateur de Move Enfant et militant de longue date pour la protection de l'enfance, la ligne rouge est franchie depuis longtemps. Il le dit sans détour. On demande ni plus ni moins que ce site soit fermé et que les acheteurs soient poursuivis. Il rappelle un point fondamental, la mise en vente de ce type de produit est interdite par la loi. Ce n'est donc pas une question d'opinion, mais bien une question de droit. Car derrière ces objets, une interrogation majeure s'impose. Que banalise-t-on lorsque l'on sexualise des corps qui évoquent ceux des mineurs ?
Peut-on encore parler de fantasme privé lorsque l'enfance devient un argument marketing soigneusement mis en scène et monnayé ? Et ce phénomène dépasse largement le cas de cette seule entreprise. En effet, en novembre dernier, des poupées sexuelles d'apparence enfantine ont été repérées sur la plateforme Shein. Résultat, un signalement à la justice et l'ouverture d'une enquête. Le mercredi 10 décembre, une vingtaine d'hommes ont été interpellés dans différentes régions de France, près de Toulouse, Nice, Verdun, Rouen, Roanne, Mulhouse ou encore en Haute-Savoie. Ils sont soupçonnés d'avoir acheté en ligne, notamment sur Shein et AliExpress, des poupées sexuelles à caractère pédopornographique. Parmi ces hommes, âgés d'un peu plus de 20 ans à près de 70 ans, au moins 6 sont déjà connus de la justice pour des faits liés à la pédocriminalité. Consultation d'images pédopornographiques, voire atteintes sexuelles sur mineurs. Le parquet de Paris a été saisi et les investigations ont été confiées à l'office mineur de la police judiciaire. Dans plusieurs dossiers, les perquisitions ont révélé bien plus que la simple détention de poupées. Des images pédopornographiques, parfois générées par l'intelligence artificielle, ont été retrouvées chez plusieurs suspects. À Nice, un homme a reconnu posséder des poupées sexuelles d'apparence enfantine. Dans les Hautes-Pyrénées, un autre a été placé en détention provisoire. Ailleurs, des contrôles judiciaires ont été prononcés en attendant le procès. Dans ce contexte, le silence de la société Love Doll, qui n'a pas répondu aux sollicitations des médias, interroge. Merci beaucoup, Maëlys. Un an après la fermeture d'un site emblématique de la Côte d'Azur, le sort de plusieurs animaux marins continue de faire le débat. Un dossier sensible, toujours au cœur de l'actualité un an après. Maria Matoua nous en dit plus. Il y a un peu plus d'un an, le 5 janvier 2025, le parc marin Marineland d'Antibes fermait définitivement ses portes. Une fermeture anticipée, conséquence directe de la loi française de 2021 interdisant les spectacles de cétacés. Une interdiction qui devait s'appliquer pleinement fin 2026, mais que l'exploitant a choisi d'anticiper face à la baisse de fréquentation. Créé en 1970, Marineland a longtemps été présenté comme l'un des plus grands zoos marins d'Europe, accueillant des visiteurs pendant plusieurs décennies. Mais un an après la fermeture, la question centrale reste entière. Que sont devenus les animaux ? Aujourd'hui encore, les orques Wiki et son fils Keijo, ainsi que plusieurs dauphins, sont toujours présents sur le site. Ils vivent dans des bassins désormais fermés au public, sous la responsabilité d'une équipe réduite de soigneurs. Un an après la fermeture, comment expliquer que ces animaux soient toujours sur place ? Eh bien, depuis plusieurs mois, des organisations internationales alertent sur leur bien-être. Elles évoquent une dégradation des bassins, une qualité de l'eau parfois insuffisante et le licenciement de la majorité des soigneurs et vétérinaires après la fermeture du parc. L'autre source d'inquiétude majeure est la sécurité. Des vidéos récentes montrent des intrusions de civils dans l'enceinte du parc fermé, faisant craindre des risques à la fois pour les animaux et pour les personnes. Pour faire face à cela, des solutions ont pourtant été étudiées. Après la fermeture, un transfert vers le parc Loro Parque à Tenerife a été évoqué dans les médias, mais ce projet a été refusé par les autorités espagnoles, contraignant Marineland à conserver provisoirement les animaux sur place. Une option de toute façon contestée par de nombreux défenseurs des animaux qui refusent tout transfert vers d'autres delphinariums jugés incompatibles avec le bien-être des cétacés. En décembre 2025, le gouvernement français a annoncé avoir approuvé le principe d'un transfert vers un futur sanctuaire de cétacés, actuellement en développement en Nouvelle-Écosse. Problème, ce sanctuaire est encore en construction et n'est pas immédiatement opérationnel. Au-delà du sort des animaux, quelles conséquences cette fermeture a-t-elle eu sur le territoire, Maria ? Sur le plan local, la fermeture a aussi eu des conséquences humaines et économiques avec environ 103 suppressions d'emplois et de fortes incertitudes sur l'avenir touristique du site. Si cette fermeture a été saluée par les associations de protection animale comme une avancée majeure contre la captivité des cétacés, l'absence de solution pérenne pour les animaux restants continue de susciter une vive controverse. Un an après, Marineland est à l'arrêt, mais le sort de ces animaux reste lui toujours en suspens. Merci Maria. On passe à la page nationale avec vous Théo et on commence par la grève des médecins. Oui, la semaine commence sous le signe des mobilisations. Les médecins libéraux ont entamé une grève lundi. Ils protestent contre le projet de loi de financement de la sécurité sociale, notamment le contrôle des arrêts de travail et la baisse possible de certains tarifs.
Selon les syndicats, 85% des praticiens sont prêts à suivre ce mouvement qui devrait durer 10 jours. De nombreux cabinets sont fermés et les patients doivent se tourner vers les urgences ou les pharmacies. Les agriculteurs sont aussi dans la rue, Théo. Oui, depuis hier, ils se mobilisent contre l'accord de libre-échange avec le Mercosur, la politique agricole commune et la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse. Plusieurs blocages sont en place sur les routes et autoroutes, notamment dans le Rhône, l'Isère, la Drôme, le Vaucluse et le Calvados. Des convois de tracteurs se dirigent vers Paris pour un rassemblement prévu demain. Les organisateurs assurent que le mouvement restera pacifique avec un minimum de gêne pour les citoyens. Et côté sécurité routière, un accident spectaculaire, Théo. Oui, un accident a fait un mort et 3 blessés graves à Villeneuve-les-Béziers dans l'Hérault dans la nuit de lundi à mardi. La voiture roulait à 256 km/h avant de s'écraser contre un platane et de faire plusieurs tonneaux. Les pompiers ont mis plus d'1 heure pour désincarcérer les victimes dans des conditions très difficiles à cause du froid. Du côté de l'économie, quelles sont les dernières nouvelles ? La société Karma, spécialisée dans les cœurs artificiels, a été placée en liquidation judiciaire hier, mais son activité se poursuit sous le nom de Karma CAS. Par ailleurs, la verrerie Duralex a lancé une cagnotte solidaire pour financer le lancement d'une nouvelle gamme de produits et recruter 37 personnes afin de relancer l'entreprise en 2026. Un point judiciaire maintenant, Théo. Oui, le président du tribunal judiciaire de Paris a mis en garde contre toute ingérence étrangère après des menaces américaines sur des magistrats ayant traité le dossier du Rassemblement national. Le procès en appel de Marine Le Pen et du parti pour détournement de fonds du Parlement européen se tiendra du 13 au 12 février. Et sur le plan politique, où en est-on pour le budget 2026 ? Hier, les représentants des groupes parlementaires, à l'exception du Rassemblement national et de la France insoumise, ont été reçus à Bercy pour travailler à un compromis sur le budget. Le Premier ministre Sébastien Lecornu souhaite un accord avant la fin du mois sur des sujets comme l'impôt sur le revenu, la taxe plastique, l'agriculture, l'université et les effectifs de l'État. Merci Théo pour ce point complet sur l'actualité nationale. Cette semaine, la France s'est réveillée sous un manteau blanc inattendu qui pour beaucoup a vite tourné à la pagaille. Maïlis Ledinf. Depuis lundi 5 janvier, un important épisode neigeux traverse l'Hexagone, provoquant perturbations sur les routes, transports scolaires arrêtés et record des bouchons, notamment en Île-de-France où l'accumulation de trafic a dépassé les 1000 km dans l'après-midi du 5 janvier. À Paris, les rues sont glissantes, certaines voitures en difficulté et même la cathédrale Notre-Dame sous la neige a donné des images féeriques dignes d'un film hivernal. Mais derrière ces cartes postales, ce sont de milliers de Français qui se retrouvent bloqués sur les axes routiers, des bus et trains perturbés, des vols annulés à Roissy-Charles de Gaulle et Orly, et des transports scolaires tout simplement suspendus dans plusieurs départements. Ce qui frappe, c'est la sensibilité quasi annuelle de nos infrastructures face à ce type de phénomène. Quelques centimètres de poudreuse suffisent à paralyser des régions entières, notamment en Normandie, où trains, écoles et gardes d'enfants se sont retrouvés à l'arrêt dès les premières chutes. Pourtant, les épisodes étaient annoncés à l'avance par Météo France et ne s'apparentent en rien à des records glaciaux du passé. À ceux qui se moquent gentiment, comme nos amis québécois avec leurs célèbres vidéos « Sont fous ces Français », on répond qu'ici la neige reste un événement rare, souvent considéré comme exceptionnel et limité à quelques jours par an. En comparaison, au Québec ou en Aveyron, où chaque foyer possède selle, pelle et pneus neige, la vie continue presque normalement malgré des routes blanches. Mais cette année, l'épisode se prolonge et s'étend. 38 départements de la France métropolitaine sont placés en vigilance orange neige verglas pour ce mercredi 7 janvier 2026. De l'Aisne à la Vendée, en passant par Paris, la Seine-Maritime, l'Orne, la Corrèze ou encore l'Allier et l'Essonne. Quels sont les départements touchés et que retenir de cet épisode neigeux qui transforme la France ? Quelques départements en vigilance orange ce mercredi 7 janvier 2026. Paris et l'Île-de-France, Hauts-de-Seine, Seine, Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Yvelines, Val d'Oise, Seine-et-Marne, Normandie, Nord et Nord-Ouest, Centre et Ouest, Centre-Sud et Massif central, et Sarthe, Marne, Indre et Loire. Les forces de l'État ont même activé une cellule interministérielle de crise pour coordonner les actions face à l'intensification de cet épisode hivernal. Et malgré tout, il y a ceux qui savourent. Des descentes improvisées à ski sur la butte Montmartre, les jardins du château de Versailles recouverts de blanc et des enfants qui reprennent goût aux joies d'hiver. Comme l'a si bien dit Marc-André Tinel, manager général de Dragons de Rouen et québécois d'origine, « Moi, je suis content quand il neige, c'est joli, l'air est pur.
Un sentiment partagé par ceux qui voient dans ces flocons une occasion de ralentir, de sortir, de jouer et de créer des souvenirs, même quand les transports ne suivent pas. Merci beaucoup Maïlis. Hier, les Français fêtaient les rois. Comme chaque année pour l'épiphanie, les acheteurs se pressent dans les boulangeries pour déguster la meilleure galette. Mais un débat perdure. Que préfèrent les clients, frangipane ou brioche? Réponse avec Théo Guitoni, Maria Matois et Nina Bracali. Une galette. Ah, c'est sur la droite. Les clients profitent de leur venue en boulangerie pour s'acheter une galette. Mais dans cette file d'attente, les avis sont partagés entre brioche et frangipane. Personnellement, je préfère la frangipane. En brioche, incontestablement. Je préfère la frangipane. Je préfère la brioche. Je viens la chercher dans la boulangerie la meilleure au monde en plus. Dans le sud, la brioche est une tradition médiévale. Fleurs d'oranger et fruits confits, produits du terroir, lui donnent son identité. Mais aujourd'hui, les habitudes des consommateurs évoluent. Une tendance observée dans la boulangerie Jean-Marc Bordonna. Alors pendant très longtemps, on vendait plus de brioches, mais au fur et à mesure, il y a beaucoup de personnes qui viennent du Nord et d'autres régions où ils ne connaissent pas la brioche. C'est à peu près 60% de frangipane pour 40% de roi. Mais alors pourquoi la frangipane plaît-elle autant? J'aime moins la partie briochée, les fruits sucrés là qui sont sur la brioche. Je trouve que ça a un côté plus convivial. On peut manger la galette en fin de repas. C'est plus consistant. Une brioche, pour moi, c'est plus pour le petit déjeuner. Si le débat divise, la tradition, elle, rassemble et fait sourire. Au revoir. Bonne journée. Alors la question peut se poser autour du plateau. Alors frangipane ou brioche, Maëlys? Brioche mais sans fruits secs. Thomas? Moi, frangipane. Moi qui viens du Nord, frangipane forcément. Bah pareil. Allez, pour moi aussi, c'est frangipane. Allez, maintenant, on va passer à toute autre chose. À présent, à la page internationale. Avec vous, Victorien, l'armée américaine annonce avoir pris le contrôle d'un pétrolier russe. Le pétrolier Marinera était arraisonné pour violation des sanctions américaines dans l'Atlantique Nord. Le navire est soupçonné d'avoir voulu charger du pétrole au Venezuela, malgré le blocus pétrolier imposé par les États-Unis. L'armée américaine a également annoncé tout à l'heure avoir intercepté un autre pétrolier, cette fois dans les Caraïbes. Un pas en avant a été fait vers l'unité autour de l'Ukraine. Oui, un sommet de la coalition des volontaires s'est tenu hier à Paris. Emmanuel Macron, Keir Starmer et Volodymyr Zelensky ont signé une déclaration d'intention sur le déploiement d'une force multinationale après un cessez-le-feu. Des mécanismes de surveillance seront placés sous le leadership des États-Unis une fois le cessez-le-feu signé. Des soldats français pourraient être déployés pour maintenir la paix en Ukraine. Nous participerons à la régénération de l'armée ukrainienne, a déclaré le chef de l'État, précisant toutefois que ce ne sont pas des forces qu'on engage au combat. La première ministre italienne Giorgia Meloni a elle exclu l'envoi de troupes au sol en Ukraine. En Iran, Victorien, les manifestations se poursuivent. La mobilisation s'intensifie pour lutter contre l'hyperinflation et la dégradation de la situation économique dans le pays. Donald Trump a menacé ces derniers jours d'intervenir militairement en Iran si des manifestants étaient tués. Benyamin Netanyahou a également apporté son soutien au mouvement. Deux prises de parole qui n'ont pas plu à l'Iran. Téhéran considère comme une menace les déclarations du président américain et du Premier ministre israélien. Le régime estime que les déclarations de Trump et Netanyahou sont une incitation à la violence. Au moins 25 personnes ont été tuées et 1 millier d'autres ont été arrêtées en Iran au cours des 9 premiers jours de manifestations. En Syrie, au moins 9 personnes ont été tuées dans des affrontements entre les forces gouvernementales et des groupes kurdes à Alep. Face à la poursuite des violences, les autorités ont décidé de suspendre pendant 24 heures l'ensemble des vols dans l'aéroport de la ville. Les écoles, les universités, les services gouvernementaux sont restés fermés aujourd'hui. À Berlin, une partie de la ville est sans électricité. Une vaste panne d'électricité touche un quartier de la capitale allemande depuis 4 jours. Cette coupure est la conséquence d'un incendie criminel visant une centrale électrique survenue samedi. Un retour à la normale n'est pas attendu avant demain. Le parquet fédéral allemand s'est saisi de l'enquête en raison de soupçons d'appartenance à une organisation terroriste et de sabotage. Et enfin, une bonne nouvelle, Victorien, maintenant aux États-Unis. La Cour suprême du Wyoming a jugé illégale l'interdiction de la pilule abortive. Cette décision fait suite à une loi interdisant de prescrire, dispenser, distribuer, vendre ou utiliser tout médicament dans le but de procurer ou de pratiquer un avortement. Merci beaucoup, Victorien. La Suisse et l'Europe entière sont sous le choc après un incendie meurtrier est survenu dans une station de ski du Valais.
Ce drame relance de nombreuses questions sur la sécurité des établissements accueillant du public et les mesures de prévention face aux risques. Retour sur cette tragédie et ses conséquences avec Maria Matoua. C'est l'un des drames les plus meurtriers survenus en Suisse ces dernières années. Dans la nuit du 1er janvier 2026, vers 1h30 du matin, un incendie se déclare dans le bar Le Constellation à Crans-Montana, dans le canton du Valais. L'établissement est alors bondé en pleine soirée du Nouvel An. Le feu se propage extrêmement rapidement à l'intérieur du bar, provoquant une panique généralisée. Le bilan est dramatique, 40 personnes ont perdu la vie et 116 ont été blessées, dont beaucoup grièvement. Plus de 80 blessés sont encore hospitalisés. Parmi les victimes figurent des ressortissants de plusieurs pays européens, notamment la Suisse, la France, l'Italie, la Belgique, le Portugal et la Roumanie. Certaines victimes étaient très jeunes, des adolescents de 14 ans, et plusieurs mineurs figurent parmi les personnes décédées. Comment un incendie a-t-il pu faire autant de victimes en si peu de temps, Maria ? Eh bien, selon les premiers éléments de l'enquête, le feu aurait été déclenché par des cierges pyrotechniques appelés sparkler candles, placés sur des bouteilles de champagne. Trop proches du plafond, ils auraient enflammé des matériaux inflammables à l'intérieur de l'établissement. Mais au-delà de l'origine du feu, de graves manquements en matière de sécurité sont pointés du doigt. Les autorités locales ont confirmé qu'aucune inspection de sécurité incendie n'avait été réalisée dans le bar depuis 2019, alors que des contrôles annuels sont obligatoires pour ce type d'établissement. Le maire de Crans-Montana, Nicolas Ferraud, a exprimé son regret profond, évoquant un véritable manquement. En réaction immédiate au drame, la commune a décidé d'interdire l'utilisation de cierges pyrotechniques à l'intérieur des établissements publics. Quelles suites judiciaires sont envisagées après ce drame, Maria ? Sur le plan judiciaire, une enquête pénale est en cours. Les gérants du bar, un couple français, sont visés par des poursuites pour homicide involontaire, lésions corporelles involontaires et incendie par négligence. Conséquence directe, les propriétaires du Constellation n'ont plus le droit d'exploiter leur second établissement à Crans-Montana. Les autorités suisses ont également confirmé que l'ensemble des 40 victimes a désormais été identifié. Les corps ont été remis aux familles. Parmi les personnes décédées, 9 Français ont perdu la vie et 23 blessés français sont toujours suivis. Ce drame a profondément choqué la Suisse et bien au-delà de ses frontières, déclenchant une vague d'hommages, mais aussi de réactions politiques. Il soulève désormais de nombreuses questions sur la sécurité dans les lieux publics et sur les responsabilités à différents niveaux. Une tragédie qui continue de marquer durablement Crans-Montana, alors que l'enquête se poursuit pour établir précisément les responsabilités. Merci beaucoup, Maria. Il est l'heure de la rubrique sport avec Thomas Gourdéos. La saison de tennis a repris. Thomas, présentez-nous les prochains tournois à venir et faites un point sur l'état de santé de notre jeune pépite française Arthur Fils. La saison de tennis vient tout juste de reprendre. Du vendredi 2 janvier au dimanche 11 janvier a lieu la United Cup en Australie, un tournoi international annuel mixte qui réunit 18 nations. Cette compétition a vu le jour en 2023 et été remportée à 2 reprises par les États-Unis. En parallèle, 2 ATP 250 sont également au programme, le premier à Brisbane en Australie et le second à Hong Kong. 3 Français sont encore en lice, Giovanni Mpeti-Péricard et Quentin Alice du côté de l'Australie et Alexandre Muller tenant du titre à Hong Kong. Après ces rendez-vous de reprise, le calendrier basculera rapidement vers le premier grand chelem de la saison. L'Open d'Australie se déroulera du dimanche 18 janvier au 1er février. Les nouvelles du côté d'Arthur Fils ne sont pas du tout rassurantes. Le Français continue de traîner sa blessure au dos et a déclaré forfait pour l'Open d'Australie. Il n'a plus mis les pieds sur un terrain de tennis depuis le 1er août 2025. À présent du foot avec la Coupe d'Afrique des Nations, quelles sont les affiches de ces quarts de finale qui auront lieu vendredi et samedi ? La première affiche de ces quarts de finale opposera le Mali au Sénégal. Les Maliens ont réalisé 4 matchs nuls depuis le début de la compétition. Au tour précédent, ils ont éliminé la Tunisie au tir au but. Les Sénégalais, quant à eux, ont gagné 3 matchs et concédé 1 match nul. Ils figurent parmi les favoris de la compétition. Le Maroc, pays hôte, affrontera le Cameroun. Les deux pays ont un bilan de 3 victoires et 1 match nul. Les Lions de l'Atlas pourront s'appuyer sur leur meilleur buteur de la compétition, Brahim Diaz, buteur à chaque match de son pays depuis le début du tournoi. Samedi, l'Algérie affrontera le Nigeria, un des chocs les plus attendus de cette Coupe d'Afrique, puisque le Nigeria a réalisé un sans faute, avec 4 victoires en 4 matchs, tandis que l'Algérie compte 3 victoires et une qualification obtenue en prolongation face au Congo. En clôture de ces quarts de finale, la Côte d'Ivoire affrontera l'Égypte. Là aussi une belle affiche avec le vainqueur sortant, la Côte d'Ivoire, opposé au pays recordman du nombre de CAN remportées.
A noter qu'aucune des 8 équipes encore en lice n'a concédé la moindre défaite depuis le début de la compétition. Un tour d'horizon maintenant des résultats importants du week-end et le calendrier en rugby et en foot. En top 14, les 2 premiers du classement, Toulouse et Pau, se sont inclinés ce week-end, mais conservent une avance confortable sur leurs poursuivants. Ce week-end, 3 équipes ont brillé offensivement en inscrivant plus de 60 points. Bordeaux, Montpellier et La Rochelle qui a infligé un impressionnant 66-0 à Toulon. En Ligue 1, le RC Lens est toujours leader devant le Paris Saint-Germain. Les Lensois se sont imposés 3 buts à 0 face à Toulouse. Dans le même temps, il y a eu de la casse chez les concurrents directs, puisque l'OM, Lille et Monaco se sont inclinés et s'éloignent encore plus des 2 premières places du classement. L'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain s'affrontent demain pour le trophée des champions au Koweït. Le match commence à 19h et sera à suivre sur Ligue 1+. Un match assez spécial car les supporters marseillais mais aussi les supporters parisiens ont annoncé ne pas vouloir faire le déplacement. Les 16e de finale de la Coupe de France auront lieu du samedi 10 janvier au mardi 13 janvier. Il y aura 4 chocs contre des clubs de Ligue 1, Toulouse contre Angers, Nice contre Nantes, Lille contre Lyon et le PSG contre le PFC. Information importante à préciser, le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier et se clôturera le 2 février à 20h. A noter que l'OGC Nice a changé d'entraîneur. Après la démission de Francaise, c'est Claude Puel qui prend les rênes de l'équipe niçoise. Il avait déjà entraîné les Aiglons durant 4 saisons, de 2012 à 2016. Merci beaucoup Thomas, on passe maintenant à la météo avec vous Théo. Et oui, il neige partout en France comme à Montluçon, mais en tous les cas ici, il ne neige pas. Et demain, le ciel restera très nuageux toute la journée sur les Alpes-Maritimes. Les températures seront fraîches le matin autour de 3 degrés et atteindront jusqu'à 13 degrés à Nice dans l'après-midi, avec des pointes à 14 degrés du côté de Menton. Vendredi, la douceur fera son retour dès le matin avec 7 degrés à Nice et 9 degrés à Menton. Les maximales grimperont jusqu'à 16 degrés au plus fort de la journée. Pour le week-end, le soleil s'imposera sur la Côte d'Azur. Les températures seront agréables, comprises entre 8 et 15 degrés. Merci Théo, c'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, place à Club EDJ avec Enzo Puren et son équipe. Nous remercions tous nos chroniqueurs, la régie et notre photographe. Merci de nous avoir suivis et à mercredi prochain. Bonne soirée à tous.